Attention à votre tête. Une pluie de très gros astéroïdes s'écrase sur la Terre. À quoi ressemble-t-il? Lesquels auraient l'impact le plus meurtrier? Et lequel serait le plus susceptible de nous anéantir? Oui, il vaut mieux que vous prépariez votre bunker. Voici et si. Et voici ce qui se passerait si un astéroïde géant frappait la Terre. Ok, éliminons la terminologie. Nous parlons d'astéroïdes. Mais certains des objets de notre liste ne sont pas des astéroïdes, mais des comètes. Les astéroïdes et les comètes sont tous deux des objets de notre système solaire. Mais ce ne sont pas les mêmes. Les astéroïdes sont des restes rocheux de la formation initiale de notre voisinage planétaire. Sur le million d'objets connus, la plupart orbitent autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Pour leur part, les comètes sont des boules de glace composées de gaz, de roches et de poussière gelée. Elles orbitent autour du Soleil, et lorsqu'elles s'en approchent trop, elles commencent à fondre. Cela libère un gigantesque nuage de poussière et de gaz qui peut être plus grand que la plupart des planètes. Avec 3000 comètes connues dans le système solaire, certaines pourraient-elles être prêtes à transformer la Terre en un nuage de poussière géant. Météorite de Tcheliabinsk. Commençons par un objet plus petit qui a déjà frappé notre planète. Il s'agit de la météorite de Tcheliabinsk. Elle a explosé au-dessus de la Russie en février 2013. Avec un diamètre d'environ 17 mètres, elle était relativement petite. Mais l'impact était énorme. L'explosion a eu l'équivalent énergétique de 500 000 tonnes de TNT. C'est environ 30 fois plus puissant que la bombe qui a été larguée sur Hiroshima. Elle a blessé 1200 personnes et causé d'énormes dégâts matériels. Des effets plutôt importants pour un si petit visiteur extraterrestre. Chicxulub. Passons à quelque chose de plus grand. Nous allons pour cela nous rendre 65 millions d'années dans le passé. L'énorme astéroïde Chicxulub a probablement été l'une des forces qui ont entraîné l'extinction massive des dinosaures. Il faisait environ 10 à 15 km de large et son cratère d'impact dans la péninsule du Yucatan au Mexique mesure 180 km de large et 900 mètres de profondeur. Rien que ça. Quand cet astéroïde a percuté la Terre, il a dévasté tout ce qui se trouvait à proximité. L'onde de choc a envoyé d'énormes quantités de matériaux rocheux dans l'atmosphère. Et elle a causé des tsunamis d'une hauteur de 1500 mètres. Bien que toute la suie n'ait pas complètement bloqué le Soleil, elle a réduit la lumière solaire atteignant la surface de notre planète. Cela a gravement perturbé la croissance des plantes et a eu des répercussions sur la chaîne alimentaire. Finalement, des écosystèmes entiers se sont effondrés. Oumuamua. De tous les objets qui pourraient entrer en collision avec nous, Oumuamua a l'une des formes les plus intéressantes. Cet objet rocheux, en forme de cigare, mesure environ 400 mètres de long. La NASA le classe dans la catégorie des comètes, mais il présente également les caractéristiques d'un astéroïde. Et comme il n'est rattaché à aucun système stellaire, on ne sait pas d'où il vient dans l'espace. En 2017, il est passé près de la Terre à une distance de 41 millions de kilomètres. Bien que nous ayons été à l'abri de l'impact à cette occasion, il aurait pu causer de nombreux dégâts. Si cet invité interstellaire s'écrasait sur la Terre, l'obscurité recouvrirait notre planète. Et si la poussière et les débris restaient longtemps dans notre atmosphère, ils tueraient de nombreuses plantes, animaux et humains qui dépendent du Soleil. Bennu. Bennu n'est pas seulement un des astéroïdes dont vous devriez vous inquiéter. C'est surtout un objet qui pourrait bel et bien nous tomber dessus.
il a une chance sur 1700 d'entrer en collision avec la Terre en septembre de l'année 2182. Avec seulement 0,5 km de large, il est relativement petit. Mais souvenez-vous de l'importance de l'impact de Tcheliabinsk. Pensez à cela lorsqu'il s'approche de la Terre tous les 6 ans. Shoemaker-Levy 9. La comète suivante n'a aucune chance de heurter la Terre, car elle est déjà entrée en collision avec Jupiter en 1994. Mais on peut tout de même imaginer la destruction que cette comète de 1,5 à 2 km de large aurait pu causer sur notre territoire. Elle s'est brisée en 20 morceaux à cause de la gravité de Jupiter. Les collisions de ces fragments étaient si puissantes qu'elles étaient similaires aux détonations d'environ 300 millions de bombes atomiques. Des panaches de débris ont été projetés à une hauteur de 2000 à 3000 km. Et l'atmosphère s'est réchauffée jusqu'à atteindre des températures torrides de 30 000 à 40 000 degrés. Estimez-vous heureux que Shoemaker-Levy 9 ne nous ait pas touchés? Cérès. Le dernier, mais non le moindre, est un astéroïde si gros qu'il est techniquement classé comme une planète naine. Cérès est le plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes. Il représente 25% de la masse totale de la ceinture. Le rayon de Cérès est de 476 km. Cela le rend plus de 60 fois plus grand que notre ancien ami Chicxulub. Si Cérès entrait en collision avec la Terre, il n'y aurait pas que des dégâts. Il n'y aurait plus de Terre du tout. Rien que par sa taille, Cérès bloquerait le Soleil à son approche. Et ensuite, l'impact qu'il ferait arracherait 10 km de la croûte terrestre. Des ondes de choc hypersoniques déferleraient sur le globe. Tout sur son passage serait incinéré et rasé. Rien n'aurait une chance de survie. Notre planète se transformerait essentiellement en une boule de feu et de roches fondues. Si par miracle ou grâce à un bunker souterrain secret vous avez survécu, vous ne survivriez pas bien longtemps. La suie dans l'atmosphère ressemblerait en tout point à un hiver nucléaire. Un astéroïde géant fonce droit sur nous. Enfin, non, pas vraiment. Ce n'est pas la Terre qu'il s'apprête à frapper. Cet astéroïde est sur le point de percuter la Lune et de la fendre en deux. À quoi ressemblerait cette collision titanesque? La Lune se séparerait-elle en deux ou se briserait-elle en 1000 morceaux? Et comment l'un de ces morceaux pourrait-il anéantir la vie sur Terre? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si un astéroïde percutait la Lune et la cassait en deux. Avant d'entrer dans notre scénario, laissez-moi vous parler de l'époque, il y a longtemps, où la Lune a failli exploser. C'était lors d'une belle nuit d'été en Angleterre en l'an 1178. Une heure après le coucher du soleil, les gens ont été témoins d'un phénomène spectaculaire. Ce soir-là, une flamme géante est apparue autour de la partie supérieure du croissant de lune. Et devant leurs yeux ébahis, la Lune a semblé se diviser en deux avant de s'assombrir. C'est du moins ainsi que l'événement a été relaté par un chroniqueur local. Comme vous pouvez le deviner, la Lune ne s'est pas réellement coupée en deux cette nuit-là. Il est possible que ces personnes aient vu un gros astéroïde la percuter. Mais un tel événement aurait envoyé des quantités massives de matériaux lunaires vers la Terre. Il est plus probable que ce qu'ils ont vu était une météorite entrant dans l'atmosphère et traversant leur ligne de vue directement devant la Lune. Cela aurait donné l'illusion qu'elle se séparait en deux de manière spectaculaire. Mais qui a besoin d'illusions ou de récits passés douteux quand on peut imaginer ce qui se passerait réellement? Préparez-vous à affronter des chutes de pierres lunaires. La Lune est bombardée par des centaines d'astéroïdes et de météorites chaque année. Et sans une atmosphère comme celle dont nous jouissons sur Terre, ces objets ne se consument pas avant l'impact. Ainsi, même une météorite d'à peine 25 cm de diamètre peut laisser un impact énorme sur la Lune.
En 2006, une météorite de cette taille s'est écrasée sur la Lune. Depuis la Terre, l'impact a ressemblé à un flash qui n'a duré que 4/10 de seconde. Mais il a créé un cratère d'environ 14 mètres de long et 3 mètres de profondeur. Dans la catégorie au-dessus, une météorite de 40 cm a percuté la Lune à une vitesse de 90 100 km/h. Cette collision était si intense qu'elle a entraîné la formation d'un cratère et a provoqué un flash lumineux aussi brillant que certaines étoiles dans le ciel nocturne. Cela signifie que lorsque cela s'est produit en 2013, vous auriez pu lever les yeux et voir les événements se dérouler en direct, sans télescope, pendant une bonne seconde au moins. L'objet le plus susceptible de causer de sérieux dommages à la Lune dans notre système solaire est Cérès. C'est le plus gros objet observé dans la ceinture entre Jupiter et Mars. Bien qu'il soit techniquement classé comme une planète naine, il ne fait en effet qu'un quart de la taille de la Lune. Mais même cela ne suffirait pas à briser la Lune en deux, ou même à la faire sortir de son orbite. Pour cela, il faudrait un astéroïde presque de la taille de la Lune elle-même. Et si cela arrivait, vous le sauriez tout de suite. Environ 1,3 secondes après l'impact, vous verriez la Lune se déchirer. Des quantités massives de débris se précipiteraient directement vers la Terre. Certains de ces débris pourraient même être plus gros que l'astéroïde qui a provoqué l'extinction massive des dinosaures. Mais avant de commencer à imaginer un scénario où la vie sur Terre serait anéantie, les choses pourraient ne pas être aussi graves que vous le pensez. Normalement, les astéroïdes terrestres se déplacent à des vitesses supérieures à 100 km par seconde. Mais la situation serait différente pour les morceaux de la Lune brisés et l'astéroïde destructeur de la Lune. Ils auraient en effet des vitesses beaucoup plus faibles. Et avec ça, des impacts beaucoup moins violents. Avec un peu de chance, l'impact des débris lunaires, même les plus colossaux, ne libérerait que 1% de l'énergie d'un astéroïde de taille similaire. En outre, vous assisteriez à une pluie de météores aux proportions épiques, les petits débris se consumant dans l'atmosphère. Et cette collision épique ne se traduirait pas par 2 moitiés de Lune en orbite autour de la Terre. Malheureusement, vous devriez simplement dire adieu à la Lune. Elle serait brisée en 1 million de morceaux. Mais si elle devait se briser plus ou moins en 2, il y aurait une chance que vous ne le sachiez même pas. Du moins, pas tout de suite. En effet, l'astéroïde pourrait arracher un morceau du côté caché de la Lune vu depuis la Terre. Vous verriez toujours l'avant de la Lune. Finalement, les 2 moitiés pourraient échapper à la gravité de l'autre, révélant 2 hémisphères dans le ciel nocturne. Et elles garderaient cette forme pendant longtemps, jusqu'à ce que les effets de la gravité tirant chaque moitié de tous les côtés les ramènent à de plus petites sphères. Mais cela prendrait des millions, voire des milliards d'années. Si la Lune est réduite en miettes, notre ciel nocturne sera définitivement transformé en une éblouissante mer d'étoiles. Vénus deviendrait le nouvel objet le plus brillant, malgré le fait qu'elle soit 14 000 fois moins brillante que la Lune. Certaines des conséquences les plus drastiques de la destruction de la Lune commenceraient à vous rendre la vie difficile. La Lune est responsable de l'inclinaison de 23,4 degrés de la Terre sur son axe. Sans elle, cette inclinaison pourrait atteindre 45 degrés. Cela ferait tourner la planète presque sur le côté. Cela signifierait que le Soleil ne brillerait plus directement au-dessus de l'équateur. Au lieu de cela, il se rapprocherait des pôles nord et sud. Cela déclencherait des conditions météorologiques extrêmes et pourrait conduire à des périodes glaciaires qui se produiraient dans différentes parties de la planète aussi souvent que tous les quelques milliers d'années. Et les marées ne seraient plus jamais les mêmes. Les puissantes marées de la Terre sont causées par l'attraction gravitationnelle de la Lune sur nos océans. L'attraction gravitationnelle du Soleil sur le niveau des mers ne représente que la moitié de celle de la Lune. Le fait de ne plus avoir la Lune dans notre orbite ferait baisser le niveau des mers et aurait un effet considérable sur les écosystèmes des zones intertidales. Les espèces des zones humides intertidales auraient désormais une concurrence encore plus féroce pour la nourriture et les abris. Et cela pourrait vraiment mettre en danger une grande partie de la vie marine,
comme les tortues de mer. La montée et la descente des marées est un facteur extrêmement important pour donner à leur progéniture les meilleures chances de survie. Il y a 60 millions d'années, un astéroïde aussi gros que le mont Everest était sur le point d'entrer dans une collision mortelle avec la Terre. L'impact dévastateur qui en a résulté a anéanti les reptiles les plus gigantesques et les plus dangereux qui aient jamais foulé notre sol. Mais les dinosaures ne sont pas morts d'un seul coup. Non, ils ont connu une fin lente et douloureuse. Comment cette extinction a-t-elle pu provoquer le plus grand tsunami que la Terre ait jamais connu? Et que s'est-il passé exactement après la disparition des grands reptiles? Accrochez-vous, on embarque pour le voyage le plus épique et le plus périlleux de votre vie. L'astéroïde qui a mis fin à la vie des dinosaures est terrifiant. Non seulement il avait un diamètre d'environ 10 km, mais il se déplaçait aussi à une vitesse incroyable, entre 10 et 30 km par seconde. À ce stade, on parle d'une boule de feu incandescente. Pendant qu'il fonçait vers la Terre, l'air devant lui se comprimait et le chauffait à des températures inimaginables. Juste avant l'impact, l'astéroïde était potentiellement aussi chaud que la surface du Soleil. Une fois à l'intérieur de notre atmosphère, il n'a fallu que quelques secondes à cet énorme rocher spatial pour atteindre la surface de la Terre et modifier à jamais le cours de la vie. Lorsque l'astéroïde a percuté la Terre au large de la côte où se trouve actuellement le Mexique, il a projeté d'énormes quantités de débris dans les airs. L'onde de choc a tué tout ce qui se trouvait sur son passage. Et à partir de là, la situation n'a fait qu'empirer. L'explosion puissante a éjecté des morceaux de la surface de la Terre dans l'atmosphère. Quelques minutes plus tard, des morceaux de verre et de roches brûlants sont retombés comme de la pluie. Certains de ces débris ont réagi avec l'atmosphère, provoquant des pluies acides qui ont duré plusieurs années. La Terre brûlait. Les incendies provoqués par cet impact dévastateur se sont répandus sur le continent comme une véritable traînée de poudre et ont provoqué de plus en plus de morts sur leur passage. Vous vous disiez peut-être que ce scénario apocalyptique ne pouvait pas devenir plus intense. Eh bien, il l'est devenu. L'impact de l'astéroïde sur la Terre a été si puissant qu'il a provoqué une onde de choc sur toute la planète. Toute cette énergie devait bien aller quelque part. C'est ainsi qu'est né le méga tsunami. Un mur d'eau de plus de 10 mètres de haut a traversé l'océan. Il ne s'agissait pas d'un tsunami ordinaire. Il était 30 000 fois plus puissant que n'importe lequel de nos tsunamis modernes. Cette vague monstrueuse s'est propagée dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Sud, et les côtes n'ont eu aucune chance. La vague a frappé avec une telle force qu'elle a détruit et remodelé le continent. Si vous aviez été là pour assister à cette destruction apocalyptique, vous n'y auriez pas survécu. Mais certains dinosaures ont survécu. Oui, ceux qui se trouvaient plus loin du point d'impact n'ont pas été immédiatement anéantis, ni incinérés par les brasiers qui en ont résulté. Et ils ont réussi à éviter d'être emportés par le méga tsunami. Malheureusement, leur destin était scellé malgré tout. Lorsque la poussière a commencé à retomber, c'était le début d'un hiver nucléaire. Même si les armes nucléaires n'en étaient pas la cause, l'effet était le même. L'énorme quantité de débris dans l'air a bloqué la lumière du soleil pendant des mois, voire des années. La Terre est soudain devenue un endroit froid et sombre. Et les dinosaures n'étaient pas prêts. Les températures ont chuté et les incendies ont libéré d'énormes quantités de gaz à effet de serre, transformant radicalement le climat. Les plantes n'ont plus été en mesure d'effectuer leur photosynthèse et beaucoup d'entre elles ont commencé à mourir. Cela a perturbé la chaîne alimentaire et affamé de nombreux animaux qui ont survécu à l'impact. Et vous vous souvenez des pluies acides? Elles ont duré plusieurs années, ce qui a causé encore plus de dégâts aux écosystèmes. Les océans sont devenus trop acides pour la vie marine.
La plupart des espèces océaniques n'ont pas eu le temps de s'adapter à un changement aussi radical. Ces conditions difficiles prolongées, associées à l'explosion initiale, ont poussé environ 75% de la vie terrestre à l'extinction. Tout ce qui pesait plus de 25 kg a disparu. La bonne nouvelle, c'est que l'horrible T-Rex en faisait partie. Même si je me sens mal pour lui, c'est une bonne chose qu'il ne court plus les rues aujourd'hui. Lorsque le dernier dinosaure a rendu l'âme, la Terre est devenue un endroit vide et dévasté. Froid et acide. Quand est-ce que les choses sont revenues à la normale? Eh bien, le fait est que ça n'a jamais été le cas. Pas à l'ère des dinosaures en tout cas. La Terre ne s'est pas reconstruite après cet événement. Elle s'est réinventée. 1000 ans plus tard, la planète était en train de se remettre de l'hiver post-apocalyptique. Il faisait toujours froid et la nourriture se faisait encore rare. Mais la vie était enfin prête à faire son retour. Dans ce nouveau monde sauvage, quelques petites créatures à fourrure se déplaçaient à toute allure. Parmi les premières plantes à réapparaître après l'impact, on trouve les fougères. Elles se sont bien développées après la catastrophe. 100 000 ans plus tard, la Terre a commencé à s'animer. Des créatures de la taille d'un raton laveur repeuplaient les continents et les océans grouillaient à nouveau de vie. Environ 10 millions d'années plus tard, la Terre avait enfin retrouvé sa biodiversité. Seulement, ce n'était plus la même Terre qu'avant. C'était l'ère des mammifères. Après la disparition des dinosaures, les mammifères ont tout déchiré. Pas littéralement, bien sûr. Les mammifères ainsi que les oiseaux et les plantes à fleurs régnaient sur la planète. La Terre n'est jamais redevenue ce qu'elle était. Après la disparition du dernier dinosaure, il a fallu des millions d'années à notre planète pour rebondir d'une nouvelle manière. Et ne vous méprenez pas, ce nouveau monde était toujours plutôt terrifiant. Des bêtes comme le Paraceratherium parcouraient la Terre, et les mégalodons faisaient régner la terreur dans les océans. Un mystérieux objet interstellaire se dirige droit vers la Terre. Et les scientifiques ne savent pas ce que c'est. Que pourrait être ce nouvel objet spatial? D'où vient-il? Pourquoi se rapproche-t-il aussi vite? Vous voyez ça? Qu'est-ce que ça ferait à la Terre? Et à vous? Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si un iceberg d'hydrogène tombait sur la Terre. En 2017, les scientifiques ont découvert le premier objet interstellaire connu dans notre système solaire. Voici Oumuamua, qui signifie éclaireur en hawaïen. Selon la NASA, cet objet en forme de cigare mesure environ 400 mètres de long. Il a été découvert alors qu'il tournait autour du Soleil à une vitesse de 87,3 km par seconde. Le verdict n'est pas encore tombé sur ce qu'est Oumuamua. Il pourrait s'agir d'une comète, d'un astéroïde ou d'un autre objet. Une des principales théories est qu'il s'agit d'un iceberg d'hydrogène. En effet, les scientifiques ont observé qu'Oumuamua s'éloignait du Soleil en accélérant au lieu de s'en rapprocher. C'est comme si cet objet interstellaire avait un petit jetpack qui le propulsait plus loin dans l'espace. Mais s'il entrait dans l'atmosphère terrestre, cela déclencherait-il une réaction chimique mortelle? Si Oumuamua était de la glace d'hydrogène solide, elle aurait été formée dans des conditions extrêmement froides. L'hydrogène se sublime, ou passe de l'état solide à l'état gazeux, à une température glaciale de moins 267 degrés. Et comme les régions vides de l'espace ont une température moyenne de moins 270 degrés, il est logique que cet objet ait pu conserver sa structure d'hydrogène solide. En contournant notre Soleil, la glace à la surface d'Oumuamua se vaporiserait. Et cela créerait des jets de vapeur qui propulseraient l'objet droit sur vous, comme une fusée. Cela expliquerait aussi pourquoi Oumuamua a une forme si étrange. Il a été chauffé par le Soleil et il est devenu plus petit et plus fin comme un savon usagé.
Mais alors que l'espace vide peut être glacial, la température autour de la face ensoleillée de la Terre peut atteindre 121 degrés. Cela signifie que notre invité interstellaire continuerait à diminuer de taille à mesure qu'il se rapprocherait de nous. Et ce serait loin d'être la température la plus élevée que connaîtrait Oumuamua. Comme les autres météores qui entrent dans notre atmosphère, il atteindrait une température torride de 1648 degrés. Il fondrait avant même d'avoir pu atteindre la surface. Pour que cet iceberg spatial ait un impact dévastateur, il faudrait qu'il soit massif. Mais cela ne signifie pas que vous seriez entièrement à l'abri d'une catastrophe. Le vrai danger de ce scénario est quelque chose de beaucoup plus petit. L'hydrogène moléculaire. L'hydrogène est connu comme un gaz à effet de serre indirect. Cela le rend différent des gaz comme le dioxyde de carbone ou le méthane. Les gaz à effet de serre piègent directement la chaleur. Notre atmosphère contient actuellement environ 0,00005% d'hydrogène moléculaire. Et si un iceberg d'hydrogène s'y vaporisait, cela pourrait accélérer les effets du réchauffement climatique. Une fois que l'hydrogène remplit l'atmosphère, ce dernier réagit avec les radicaux hydroxyles, des molécules produites par la vapeur d'eau, l'ozone et la lumière du soleil. Elles réagissent généralement avec des gaz comme le méthane, contribuant ainsi à réduire sa concentration dans l'atmosphère. Si Oumuamua libérait une grande quantité d'hydrogène dans notre atmosphère, la concentration de méthane augmenterait également. Or, le méthane est un gaz qui piège la chaleur 25 fois plus que le dioxyde de carbone. Qui aurait cru que ce visiteur interstellaire pourrait entraîner une augmentation des températures mondiales et du niveau des mers, ainsi que des catastrophes naturelles? Mais avant de vous imaginer des scénarios de destruction de la Terre, ne vous inquiétez pas. Oumuamua a pris le large depuis longtemps. Et même si cet iceberg stellaire revenait et mettait le cap sur la Terre, il faudrait qu'il soit vraiment massif pour causer ce genre de dégâts. Il faut tout de même garder un œil dessus. On ne sait jamais. Pendant que vous y êtes, vous pouvez scruter d'autres objets tels que les comètes ou les astéroïdes, qui pourraient éventuellement à leur tour foncer vers la Terre. Il y a 50 000 ans, une roche spatiale s'est écrasée contre notre planète dans un énorme fracas. Cette météorite ne mesurait qu'environ 50 mètres de large, mais pesait 300 000 tonnes. Lorsqu'elle s'est écrasée sur le sol, elle a aplati tout ce qui se trouvait à proximité. Elle a laissé un cratère qui ressemblait tellement à celui de la Lune que les astronautes s'y sont entraînés avant d'aller sur la Lune. Il s'agit du Meteor Crater en Arizona, aux États-Unis. Et il y a de nombreux impacts comme celui-ci au cours de la longue histoire de la Terre. Si cette météorite tombait sur New York aujourd'hui, elle détruirait la majeure partie de la ville. L'impact laisserait un cratère de 1,3 km de large. Mais la boule de feu se propagerait encore plus loin. Tout ce qui se trouve dans un rayon de 1,7 km autour de la zone d'impact brûlerait. Même à la périphérie de New York, les vitres voleraient en éclats. Beaucoup de personnes mourraient. Il faudrait des années pour se remettre de cette catastrophe. Mais c'est bien loin de la taille de certains des plus gros impacts d'astéroïdes que la Terre ait connus. Certains d'entre eux étaient si gigantesques que s'ils nous percutaient aujourd'hui, ils provoqueraient notre extinction. La plupart de ces astéroïdes se sont écrasés lorsque la Terre était très jeune, du moins en années planétaires. Il y a environ 2,2 milliards d'années, un très gros astéroïde s'est écrasé sur Terre, à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'Australie. Il a laissé le plus ancien cratère confirmé de notre planète. Le cratère de Yarabuba ne ressemble plus à grand-chose aujourd'hui. Mais lorsque l'astéroïde a fait son atterrissage fatal, il a beaucoup secoué la planète. Yarabuba a marqué le continent d'un cratère de 70 km de large. Il a tout balayé sur son passage par une onde de choc massive. Des chercheurs pensent qu'il a même contribué à mettre fin à la période glaciaire que traversait la Terre en créant une quantité de vapeur si conséquente que le climat en a été modifié. Imaginez donc que ce géant atterrisse sur la Terre aujourd'hui. S'il frappait à nouveau l'Australie et y laissait un cratère de 70 km,
la boule de feu se propagerait sur 130 km dans toutes les directions. S'il se dirigeait vers New York, il décimerait toute la ville. Même à la périphérie, tout serait en feu et brûlé au 3e degré. Mais les choses pourraient être bien pires si un astéroïde encore plus gros nous frappait, comme celui qui s'est écrasé sur Terre il y a 1,8 milliard d'années. Cette comète géante a perforé le sol et brisé la roche. Elle a laissé un cratère de 130 km de large à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Canada. Ce cratère, appelé bassin de Sudbury, est l'un des plus grands impacts d'astéroïdes que la Terre ait connu dans son histoire. Il y a 1,8 milliard d'années, notre planète a connu une période violente. L'atmosphère se modifiait et les continents se déplaçaient, secouant et déchirant la Terre sur leur passage. Les collisions massives d'astéroïdes faisaient partie du quotidien de l'époque. Si cette comète nous frappait aujourd'hui, ce serait un scénario catastrophe. Si la géante du bassin de Sudbury atterrissait aujourd'hui sur la ville de New York, elle serait rayée de la carte. On aurait l'impression d'être pris dans un tremblement de terre d'une magnitude de 11 sur l'échelle de Richter. Tout tremblerait sous l'effet de cette monstrueuse onde de choc. Et tout ce qui se trouve à 300 km de l'impact s'enflammerait instantanément. Voici à quoi ressemblerait l'impact s'il tombait en France. Donc non, il n'y aurait aucune chance d'y survivre. Et nous n'en sommes pas encore au plus gros impact. C'est l'heure de l'astéroïde destructeur de dinosaures. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde d'au moins 10 km de large s'est écrasé sur la Terre, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Mexique, et a violemment mis fin à l'ère des reptiles géants. Imaginez maintenant ce même impact aujourd'hui. Oui, ce serait d'une violence inouïe. L'impact laisserait un cratère de 180 km de large. Et la boule de feu? Oh, la boule de feu brûlerait tout dans un rayon de 450 km. Si cet astéroïde frappait New York, ses effets s'étendraient jusqu'au Canada. L'impact serait tellement fort qu'il vous assourdirait. Vous ne feriez pas que l'entendre. Vous ressentiriez de violentes vibrations dans tout le corps. Et si ce gros caillou spatial s'abattait sur le Mexique, une grande partie du pays connaîtrait le même sort que la région lors de la mort des dinosaures. D'énormes ondes de choc provoqueraient des destructions massives à des centaines de kilomètres du site d'impact. Et comme il y a 65 millions d'années, l'impact aurait provoqué un énorme tsunami. D'accord, c'est grave, vraiment mauvais. Mais venons-en enfin à notre plus gros impact de l'histoire, l'astéroïde de Vredefort. C'est l'événement spatial le plus important, presque le plus ancien et certainement le plus terrifiant de l'histoire de notre planète. Il y a 2 milliards d'années, un gigantesque astéroïde s'est écrasé à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'Afrique du Sud. Il a tout détruit. Il a probablement modifié le climat de la Terre. Il a certainement tué tout ce qui vivait ici bien avant les dinosaures. Aujourd'hui, ce même impact entraînerait des morts et des destructions énormes. Cette roche spatiale mortelle anéantirait tout sur des centaines de kilomètres. Le cratère de l'astéroïde aurait une largeur de 300 km. La boule de feu s'étendrait sur 750 km dans toutes les directions. Des ondes de choc intenses traverseraient le continent. À cela s'ajouteraient des tsunamis, des tremblements de terre et des incendies de forêt. Il s'agirait d'une catastrophe effroyable, à laquelle rien dans la région ne pourrait survivre. Le pire, c'est que la catastrophe ne s'arrêterait pas là. Tous les débris, la poussière et les gaz issus de l'impact bloqueraient la lumière du soleil et pollueraient l'atmosphère. On se retrouverait comme les dinosaures durant leurs derniers jours. Les températures chuteraient. Le changement climatique soudain provoquerait une extinction massive. La Terre deviendrait un endroit bien stérile.
Et l'humanité pourrait ne pas être en mesure d'en revenir. Il vaut peut-être mieux détruire cet astéroïde avant qu'il n'atteigne la Terre. Astéroïde GE3 détecté sur une trajectoire de collision. Il est à la moitié de la distance lunaire de nous. Et il tourne. On dirait qu'il se dirige maintenant vers le Soleil. Et si cet objet spatial de la taille d'un terrain de football n'avait pas fait ce virage? Et s'il continuait à se diriger vers nous? Se désintégrerait-il dans notre atmosphère? Dans le cas contraire, combien de temps aurions-nous pour sortir de la zone de danger? Et quelle serait la taille de cette zone dangereuse? Notre planète aurait-elle la moindre chance de survivre à la collision? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si un astéroïde percutait la Terre. Commençons par rappeler que les astéroïdes frappent la Terre en permanence. Chaque jour, l'espace nous bombarde d'environ 100 tonnes de poussière et de sable. Des astéroïdes de la taille d'une voiture atteignent notre atmosphère environ une fois par an. Ils se consument dans la mésosphère sans jamais atteindre la surface de la Terre. Les projectiles massifs de 10 km de large, comme celui qui a anéanti tous les dinosaures, ne passent heureusement pas très souvent. Ce dont nous devons nous inquiéter sont les astéroïdes de la taille d'un terrain de football qui atteignent la surface de la Terre. Les météorites. Elles ont tendance à tomber sur Terre tous les 2000 ans. L'étendue de la dévastation d'un astéroïde sur notre planète dépend de l'endroit où il atterrit. Seulement 3% de la surface de la Terre est peuplée, ce qui signifie que selon toute vraisemblance, 97 astéroïdes sur 100 plongeraient simplement dans l'océan ou aplatiraient une forêt inhabitée quelque part en Sibérie ou dans le nord du Canada. Mais 3 astéroïdes sur 100 frapperaient une ville habitée. Imaginez qu'un rocher de 100 mètres de long se dirige vers vous à la vitesse de 30 km par seconde. À partir du moment où il traverse indemne la mésosphère, il lui faudrait moins de 3 secondes pour s'écraser sur la Terre. Pour une ville comme New York, cela signifierait plus de 2,5 millions de victimes. Une énorme cascade de feu détruirait tout dans un rayon de 3 km et causerait de lourds dégâts matériels dans un rayon de 7 km. Avez-vous déjà entendu parler de la météorite qui s'est écrasée près de la ville de Chelyabinsk, en Russie? Cette roche a explosé avec la force de 20 bombes Hiroshima. Eh bien, dans notre scénario, la météorite est 5 fois plus grosse. La roche spatiale fraîchement tombée peut présenter un risque de radiation généralisée si elle est composée de métaux lourds radioactifs. Bien sûr, ce ne serait pas aussi grave qu'un astéroïde de 10 km de large frappant la Terre. Dans ce cas, l'onde de choc serait suffisante pour anéantir immédiatement une bonne partie de l'humanité. La Terre serait creusée d'un nouveau cratère de plus de 100 km de diamètre. Et un anneau de débris d'astéroïdes nous donnerait une apparence saturnienne. La plupart de ces débris pleuvraient sur la Terre, mettant le feu au vide, calcinant tout ce qui n'est pas protégé. Vous pourriez investir dans un bunker souterrain avant que cela n'arrive. Parce qu'en surface, ce serait très poussiéreux. Toute cette poussière et cette fumée bloqueraient la lumière du soleil. Sans le soleil, toutes les plantes et beaucoup d'animaux mourraient. Après environ 1 an, l'atmosphère s'éclaircirait, mais il resterait très peu de nourriture pour les humains. Et si nous ne nous montrons pas ingénieux, ce serait la fin de notre espèce. Nous subirions le même sort que les dinosaures il y a 65 millions d'années. La bonne nouvelle, c'est que nous avons l'atmosphère pour nous protéger de la plupart des astéroïdes. Et la NASA pour garder un œil sur toutes les roches spatiales qui volent autour de nous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est parfois difficile de détecter un astéroïde avant qu'il ne soit trop tard. Ah, quelle vue! Qu'est-ce qu'on est bien ici! Attendez, c'est quoi ça? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si une autre planète entrait en collision avec la Terre. Environ 50 milliards de planètes vagabondes errent dans la Voie lactée, sans étoile haute à laquelle s'accrocher. Elles n'émettent pas de lumière propre, ce qui les rend difficiles à repérer. La dernière fois qu'un planétoïde errant de la taille de Mars s'est écrasé sur la Terre, il a dispersé la jeune croûte de notre planète dans l'espace, où la gravité a collé ses particules pour former ce que nous appelons aujourd'hui la Lune. Cette fois, ce sera le feu de l'enfer et le soufre, sans aucun survivant.
Et voici une chronologie de la façon dont les choses s'effondreraient. Quelques semaines avant la collision, un objet inconnu apparaîtrait dans le ciel. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Nous saurions que quelque chose de mauvais se prépare. On verrait la planète grandir lentement jusqu'à ce qu'un jour, elle soit aussi grosse que la Lune. Il semblerait que tout se déroule à un rythme relativement lent, mais c'est seulement à cause des énormes distances impliquées. Car là-bas, dans l'espace, la planète scélérate se précipiterait vers nous à la vitesse de 11 km/s. Lorsque l'intrus spatial sera arrivé dans l'orbite de la Lune, les choses se corseront. L'attraction gravitationnelle de la planète étrangère multiplierait par 8 les marées sur Terre. Les inondations commenceraient à se déchaîner sur les villes côtières. Les méga-tsunamis resteraient encore à venir. 28 heures avant la collision, la gravité des deux planètes se rapprochant l'une de l'autre accélère le processus. La planète entrante atteindrait une vitesse de 60 km/s. Des méga-tsunamis traceraient leur chemin à travers les océans. Il en résulterait des tempêtes d'éclairs, des ouragans et des tornades si gros qu'ils n'auraient pas de numéro sur l'échelle des catégories. Si vous n'avez pas réservé vos vacances à bord d'un vaisseau spatial qui vous emmènera dans l'espace, votre temps sur cette planète est compté. 3 minutes avant la collision, la planète scélérate entre dans l'atmosphère de la Terre. Pour autant que vous n'ayez pas déjà été tué par la foudre, les ouragans, les inondations ou les volcans, vous verrez l'envahisseur rocheux remplir complètement le ciel au-dessus de vous. Quelques nanosecondes avant la collision, les atmosphères des deux planètes seraient comprimées ensemble. Il ferait si chaud que tout ce qui se trouverait sur le côté de la Terre sur le point d'être frappé se vaporiserait instantanément. Pour le reste de la Terre, le sol se transformerait en magma brûlant. Lors de l'impact, la collision causerait une friction entre les deux planètes. Des millions de tonnes de roches surchauffées enverraient un mur de feu dans toutes les directions. Pendant que le feu de l'enfer se précipiterait sur la surface de la Terre, le noyau interne de la planète la ferait fondre de l'intérieur, avec la conséquence que la Terre s'effondrerait sur elle-même. La fin de tout. Si vous parvenez à vous échapper dans un vaisseau spatial, vous verrez les restes massifs des deux planètes catapultés sur des orbites différentes. Certains d'entre eux percuteront d'autres planètes. D'autres seraient tirés complètement hors du système solaire. Ce qui resterait formerait une nouvelle ceinture d'astéroïdes encerclant le Soleil. Rien ne dira qu'il y a eu une vie intelligente sur la planète Terre. Un astéroïde se dirige vers la Terre. Il est gros et rapide, et il est sur le point de provoquer de gros dégâts. Mais nous n'allons pas rester assis et attendre la fin des temps. Nous allons nous défendre. Que se passerait-il si nous atomisions un astéroïde? Cela sauverait-il l'humanité? Ou ça ne ferait qu'empirer les choses? Quelle est la différence entre une explosion nucléaire dans l'espace et une explosion sur Terre? Et est-ce que nos bombes nucléaires seraient assez puissantes pour le détruire? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous atomisons un astéroïde. En 2175, l'astéroïde Bennu va passer près de la Terre, et il y a une chance sur 2700 qu'il nous frappe. Si cela vous semble être de bonne chance, détrompez-vous. Bennu est plus haut que la tour Eiffel et 15 fois plus lourd que la grande pyramide de Gizeh. Et s'il frappait la Terre, il libérait autant d'énergie que 23 Tsar Bomba, qui est la plus grande des bombes à hydrogène ayant jamais explosé. Aimez-vous toujours ces probabilités? Je les aimerais un peu plus si nous avions un plan de secours. Pour la NASA, il s'agit de la mission d'atténuation des astéroïdes hypervitesse pour les interventions d'urgence, également connue sous le nom de Hammer. Et comme son nom l'indique, le plan consiste à percuter l'astéroïde en approche ou à faire exploser une bombe nucléaire qui le fera dévier de sa trajectoire. Mais cela sera-t-il suffisant?
Et à quel genre de répercussions peut-on s'attendre? Plus tôt nous découvrons un astéroïde se dirigeant vers nous, plus nous serons en sécurité. Par exemple, si nous détectons l'arrivée d'un astéroïde 1 an à l'avance, il nous suffirait de modifier sa trajectoire de quelques centimètres par seconde pour l'empêcher de frapper la Terre. Pour ce faire, nous pourrions faire exploser une bombe nucléaire à quelques centaines de mètres de l'astéroïde, ce qui le ferait changer de trajectoire et s'éloigner de la Terre. Et si cela ne fonctionnait pas, nous pourrions simplement frapper l'astéroïde avec la bombe la plus puissante dont nous disposons. Mais si quelque chose devait mal fonctionner avant que la bombe n'atteigne l'astéroïde, les conséquences pourraient même être pires que l'impact de l'astéroïde sur la Terre. Mais une fois la bombe nucléaire dans l'espace, le monde entier serait relativement en sécurité. Comme il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace, seulement le vide, l'explosion disparaîtrait complètement. Mais les radiations seraient beaucoup plus fortes. Les habitants de la Terre seraient en sécurité, mais ceux qui se trouveraient dans les vaisseaux spatiaux proches seraient en danger de mort. Afin d'éviter le plus grand nombre de victimes possible, la mission devrait être automatisée. En supposant que rien ne se passe mal et qu'il n'y ait pas une sorte de mutinerie de l'IA, nous pourrions très bien réussir à pousser un astéroïde hors de sa trajectoire, à condition qu'il ne soit pas trop gros. Un astéroïde plus gros nécessiterait des tactiques plus audacieuses, comme le DART. DART est l'acronyme de Double Asteroid Redirection Test. La NASA prévoit de percuter un astéroïde en 2022 pour modifier son orbite. L'impact sera équivalent à 3 tonnes de TNT. Cette mission pourrait donner lieu à la toute première pluie de météorites d'origine humaine. Et si elle réussit, elle servira de modèle à la façon dont nous pourrions réagir aux menaces que représentent les astéroïdes à l'avenir. Au fait, s'il s'agit de détruire Bennu, la bombe que nous utiliserons sera au moins 1 million de fois plus puissante que celle de DART. Et oui, nous disposons de bombes nucléaires assez puissantes. La seule chose à laquelle nous devrions faire attention, après avoir fait exploser un astéroïde géant, ce sont les débris spatiaux. Ces débris pourraient gravement endommager nos satellites et menacer les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Et si de gros morceaux de l'astéroïde parvenaient jusqu'à la Terre, ils pourraient créer des cratères jusqu'à 20 fois leur taille. La bonne nouvelle, c'est que si la bombe nucléaire explosait assez près de la Terre, les radiations qu'elle émettrait seraient déformées par le champ magnétique de notre planète, ce qui constituerait probablement le plus beau spectacle lumineux que vous ayez jamais vu. Ou si vous ne voulez pas attendre un scénario catastrophe, vous pouvez simplement faire un voyage dans le Nord et voir les aurores boréales. C'est dingue de penser qu'atomiser des astéroïdes est un plan de survie potentiel pour l'humanité. Mais puisque c'est nous contre, disons, pratiquement tout ce qui se trouve dans le vide infini de l'espace, nous devons faire avec ce que nous avons. Depuis leur découverte en 1610 par Galilée, les anneaux de Saturne nous enchantent depuis des siècles. Nous avons déjà rendu visite à Saturne avec brio auparavant. Des photographies étonnantes prises par la sonde spatiale Cassini ont révélé que ces anneaux sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pensait. Alors, qu'est-ce que ce serait de les voir en personne? Combien de temps vous faudrait-il pour vous rendre sur Saturne? Que verriez-vous en chemin? Pourriez-vous survivre dans les anneaux de Saturne? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous sautiez dans les anneaux de Saturne. Le 15 octobre 1997, la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale italienne se sont associés pour changer l'histoire de l'astronomie. Leur mission consistait à étudier le système de Saturne, un mélange diversifié d'objets stellaires composés de roches, de glace et de plusieurs lunes. Ensemble, ils ont développé la sonde spatiale Cassini-Huygens, qui a été propulsée dans un voyage de 7 ans vers Saturne. Imaginons que nous disposions de la technologie nécessaire pour vous emmener avec nous. Quel genre d'aventure vous attendrait?
Afin d'égayer le voyage, nous prendrons la route la plus pittoresque. Après une année à dériver dans l'espace et à dire au revoir à la Terre, notre premier arrêt serait Vénus. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une escale. Nous visitons simplement le bord extérieur de l'orbite de Vénus, ce qui vous donne un coup de pouce gravitationnel en passant. Cela vous permettra d'économiser du carburant et de profiter de la vue du paysage tourbillonnant de Vénus. Après la première orbite, vous bénéficierez d'un gain de vitesse de 7 km par seconde. Mais nous aurons besoin d'un autre voyage autour de Vénus pour obtenir le gain de vitesse optimal que nous recherchons. Cette fois, nous serons à environ 600 km de la planète. J'espère que vous avez l'estomac bien accroché, chers voyageurs, car l'attraction gravitationnelle pourrait vous rappeler la fois où vous aviez trop mangé avant d'aller faire un tour de manège à la foire. Blark, plus jamais. Après un rapide tour de Vénus, vous serez propulsé vers Mars et Jupiter. Mais cette partie du voyage risque d'être un peu mouvementée. Alors, agrippez-vous. Vous êtes sur le point de traverser une ceinture d'astéroïdes. Heureusement, les chances d'en heurter un sont assez minces, car ils sont très espacés, contrairement à ce que l'on voit dans les films. Mais on ne sait jamais. Préparez-vous notamment à prendre le contrôle manuel en cas de dysfonctionnement de vos capteurs de proximité. Une fois que vous avez passé la partie effrayante, la navigation devient assez facile. Asseyez-vous et admirez la vue. Sur votre droite, au loin, vous verrez la planète rouge, Mars. Et sur votre gauche, c'est Jupiter. Et regardez, ce petit point en orbite autour de la géante gazeuse, c'est la sonde Galileo. Un petit mais bienvenu rappel de la maison. À ce stade, cela fait presque 5 ans que vous êtes parti. Que le temps passe vite quand on est projeté dans l'espace. Saturne est notre prochain arrêt. Mais est-elle sûre? Nous sommes sur le point de le découvrir. Après quelques années d'attente, beaucoup de sudoku et le visionnage de toutes vos vidéos SI préférées, vous voilà enfin arrivé en orbite autour de Saturne. Étonnamment, la structure plate et solide des anneaux que vous avez vus sur les photos de chez vous était bien fausse. Ces anneaux sont des systèmes complexes d'orbite subdivisés en plusieurs sections. Chacun de ces anneaux est séparé par des espaces peuplés par plus de 60 lunes. Les anneaux sont constitués de morceaux de glace et de roches, certains aussi petits que de petits rochers et d'autres aussi grands que des maisons. Ce sont des restes de comètes, d'astéroïdes, de météorites et de lunes brisés par la gravité de Saturne. Très bien, voyageurs, il est temps de faire votre première sortie dans l'espace. Marcher sur les anneaux de Saturne ne sera pas évident, à moins que vous ne vous posiez sur l'une de ses lunes, comme Méthone, Palène ou même Titan, qui a été considéré comme un site potentiel pour une future colonie spatiale. Mais pas question de retirer votre combinaison spatiale, car sur Titan, il fait moins 179,6 degrés. À ce stade, vous vous trouvez à presque 2 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Maintenant, le moment de vérité, le grand final. En approchant des derniers anneaux de Saturne, vous devrez les traverser sur une trajectoire prudente, en orbitant autour de Saturne 22 fois pour obtenir les meilleurs clichés. Ici, vous ne serez qu'à 2000 km de l'atmosphère de Saturne. Après environ 20 ans dans l'espace, vous atteindrez enfin l'intérieur de Saturne. Soyons honnêtes, vous termineriez probablement désintégré. Mais heureusement, vous avez été prudent et avez réussi à rester sur Titan, laissant la sonde Cassini faire le reste du travail pour vous. La quantité de données que Cassini a réussi à envoyer à la Terre est vraiment fascinante, ce qui en fait l'une des plus grandes réussites de l'humanité en astronomie. Peut-être que lors de votre prochain voyage, vous pourrez regarder de plus près le grand frère de Saturne, Jupiter. Mais pas trop près non plus. Il existe un objet géant en forme de cacahuète qui orbite autour du Soleil, qui se prénomme comète de Halley.
Comme toutes les comètes, c'est un mélange cosmique de glace gelée, de gaz et de poussière. S'étendant sur une vaste superficie de 15 km sur 8, cette boule de neige spatiale passe à proximité de la Terre tous les 76 ans. Elle ne nous a pas encore causé de problème, mais cela pourrait changer si son retour elliptique croisait le chemin de notre Lune, provoquant une collision dévastatrice visible en plein jour. Cela affecterait-il l'exploration spatiale? Quels dommages cela causerait-il à la Lune? Comment cela nous affecterait-il sur Terre? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si la comète de Halley s'écrasait sur la Lune. Nous sommes en 2061 et la foule se rassemble pour assister au feu d'artifice imminent. Nous serions au courant de l'impact depuis un certain temps en raison de la prévisibilité de l'orbite de la comète. Et bien que ce soit un événement effrayant, cela resterait un spectacle à ne pas manquer. L'explosion serait similaire à la collision d'un astéroïde avec la Lune en 2013, qui a créé un spectacle lumineux de 8 secondes et laissé un cratère de 40 mètres de large. Sauf que la comète de Halley est 550 milliards de fois plus lourde que l'astéroïde de 2013. Ainsi, au lieu de laisser un simple cratère, la comète de Halley déchirerait la surface de la Lune. Depuis la Terre, cela serait à la fois beau et terrifiant. Mais sur la Lune, ce serait juste de la pure terreur. Le magma du noyau de la Lune se déverserait, projetant de grands panaches de poussière et de matière dans l'espace. Les particules et les petits débris seraient inoffensifs et flotteraient autour de la Lune. Mais les plus gros morceaux prendraient assez de vitesse pour échapper à la vitesse de la Lune et entrer dans l'espace. Une fois dans l'espace, ils se dirigeraient vers la Terre, tirés par la gravité de notre planète. Espérons que nous aurons assez de temps pour nous préparer, car à ce stade, les gens devront s'abriter dans des bunkers souterrains pendant que le feu pleuvra du ciel. La dernière fois qu'un gros rocher a explosé dans notre atmosphère, c'était en 2013. Tcheliabinsk était une météorite de 19 mètres de large, et son explosion était égale à 500 000 tonnes de TNT. Si les retombées de la Lune étaient d'une taille similaire à celle de Tcheliabinsk, des villes entières pourraient être détruites. Finalement, nous aurions le feu vert pour quitter nos bunkers. Certains endroits ne seraient que modérément endommagés, tandis que d'autres seraient complètement rasés. La reconstruction commencerait, mais les effets de la comète de Halley s'écrasant sur notre Lune seraient loin d'être terminés. Nos espoirs de poursuivre l'exploration spatiale seraient anéantis. Nous aurions bien besoin de la Lune comme point d'arrêt pour nous réapprovisionner et faire le plein pour l'exploration de l'espace. Mais en raison des graves dommages causés par la collision avec la comète, l'atterrissage sur la Lune deviendrait difficile, voire impossible. Toute idée d'exploitation minière de la Lune pour y trouver les matières premières essentielles au progrès de la technologie spatiale est donc vouée à l'échec. Au moins, la NASA et les autres agences spatiales seraient mieux financées. Le monde entier compterait sur elles pour assurer le suivi constant des dangereux morceaux de Lune qui restent encore dans notre orbite. Et si vous pensez que toute la poussière et les débris donneraient à la Terre un bel anneau comme celui de Saturne, eh bien, raté pour cette fois. Car en principe, pour qu'un anneau se forme autour de la Terre, il faudrait une collision encore plus puissante. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre. Et si? Attention à votre tête. Une pluie de très gros astéroïdes s'écrase sur la Terre. À quoi ressemble-t-il? Lesquels auraient l'impact le plus meurtrier? Et lequel serait le plus susceptible de nous anéantir? Oui, il vaut mieux que vous prépariez votre bunker. Voici et si,
Et voici ce qui se passerait si un astéroïde géant frappait la Terre. Ok, éliminons la terminologie. Nous parlons d'astéroïdes. Mais certains des objets de notre liste ne sont pas des astéroïdes, mais des comètes. Les astéroïdes et les comètes sont tous deux des objets de notre système solaire. Mais ce ne sont pas les mêmes. Les astéroïdes sont des restes rocheux de la formation initiale de notre voisinage planétaire. Sur le million d'objets connus, la plupart orbitent autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Pour leur part, les comètes sont des boules de glace composées de gaz, de roches et de poussière gelée. Elles orbitent autour du Soleil, et lorsqu'elles s'en approchent trop, elles commencent à fondre. Cela libère un gigantesque nuage de poussière et de gaz qui peut être plus grand que la plupart des planètes. Avec 3000 comètes connues dans le système solaire, certaines pourraient-elles être prêtes à transformer la Terre en un nuage de poussière géant. Météorite de Tcheliabinsk. Commençons par un objet plus petit qui a déjà frappé notre planète. Il s'agit de la météorite de Tcheliabinsk. Elle a explosé au-dessus de la Russie en février 2013. Avec un diamètre d'environ 17 mètres, elle était relativement petite. Mais l'impact était énorme. L'explosion a eu l'équivalent énergétique de 500 000 tonnes de TNT. C'est environ 30 fois plus puissant que la bombe qui a été larguée sur Hiroshima. Elle a blessé 1200 personnes et causé d'énormes dégâts matériels. Des effets plutôt importants pour un si petit visiteur extraterrestre. Chicxulub. Passons à quelque chose de plus grand. Nous allons pour cela nous rendre 65 millions d'années dans le passé. L'énorme astéroïde Chicxulub a probablement été l'une des forces qui ont entraîné l'extinction massive des dinosaures. Il faisait environ 10 à 15 km de large et son cratère